Donc, on va continuer le chapitre 4 sur le vérin hydraulique. Donc, la dernière fois, on a dit que c'est un élément récepteur. Donc, il transforme l'énergie hydraulique en énergie mécanique. Donc, l'énergie hydraulique reçue par la pompe hydraulique, c'est le débit fois la pression. Donc, elle la transforme en énergie mécanique. C'est le déplacement linéaire. C'est la force fois la vitesse V, c'est la vitesse linéaire. Donc, à la sortie, il nous donne un mouvement de translation. Donc, on a vu les différents éléments d'un vérin. C'est le tube, le piston, la tige, la butée, les plusieurs orifices. Et ensuite, on a vu les différents types de vérins. Donc, on a simplifié, donc rapidement. Donc, simplifié, donc dans ce vérin, l'effort, donc le travail effectue dans un seul sens. Dans l'autre sens, soit c'est le retour de la bâche vers le haut, soit c'est la charge qui agit sur l'autre extrémité de la tige du vérin. Donc, soit avec ressort, soit sans ressort. Bien sûr, pour déterminer la vitesse et l'effort, toujours il faut utiliser la pression hydraulique et le débit Q. Ensuite, le deuxième type de vérin, c'est à double effet. À double effet, donc l'ensemble tige-piston se déplace dans les deux sens. Donc, sous l'action, donc vous avez deux entrées ici. Donc, sous l'action du fluide sous pression. Donc, on a l'effort de sortie et l'effort d'entrée. Donc là, on a dit qu'il y a deux types de vérins à double effet. On a différentiel, on a équilibré. Donc, différentiel, il y a la différence. Donc, la vitesse de sortie est plus faible que la vitesse d'entrée. Et la force de sortie est plus élevée que la force de rentrée. Donc, cette différence-là est due à quoi? Est due à la différence de surface. Donc, la surface à la sortie est plus grande par rapport à la surface à l'entrée. Donc, la sortie, donc on va prendre toute la surface du piston. À l'entrée, donc c'est la surface du piston moins la surface de la tige. Donc, c'est cette différence-là de surface qui nous donne cette différence de vitesse, qui nous donne cette différence de force. Donc, toujours, il faut revenir à ces deux relations-là. L'effort, donc c'est en fonction de la surface. Donc, à l'entrée, à la sortie, est légèrement plus grande à la sortie, contrairement aux vitesses, puisque la surface, elle est au dénominateur. Donc, la vitesse de sortie est plus faible par rapport à la vitesse de rentrée. Lorsqu'on dit rentrée, lorsque la tige rentre dans le foyer ou bien dans le corps du vérin. Donc, là, différentiel. Le deuxième cas, c'est toujours le vérin double effet équilibré. Équilibré, donc on aura un vérin à double tige. Donc là, c'est pour équilibrer les efforts et les vitesses. Vitesse de sortie et de rentrée sont égales. La même chose pour l'effort. Donc la surface S est égale à la surface S1. Bon, bien sûr, on a vu les différents symboles pour ces vérins-là. Donc, je vais vous rappeler seulement que lorsque vous voyez une seule tige ici, c'est simple effet. Lorsque vous voyez deux tiges comme ça, c'est double effet. Le troisième type de vérin, c'est un vérin télescopique. Là, si on revient à double effet ou bien à simple effet, si vous remarquez, lorsque la tige sort, donc la course est limitée. Ou bien le déplacement est limité. Donc, si on veut avoir une grande course, on utilise le vérin télescopique. Le vérin télescopique, donc voici le symbole, que ce soit simple effet, que ce soit
double effet. Donc, dans le cas simple effet ou double effet, donc il y a ce qu'on appelle vérin télescopique par étage, un ou plusieurs étages, ou bien à sortie simultanée, un ou plusieurs étages. Donc ça, c'est simple effet par étage. Là, c'est simple effet simultané. Donc ça, c'est les deux cas. La même chose pour double effet. Le dernier cas, ou bien le dernier type de vérin qu'on a vu, c'est le vérin rotatif. Donc, on a dit la dernière fois, donc on peut classer, donc, dans ces cas-là qu'on a vu, simple effet, double effet, télescopique, etc. Donc, à la fin, ou bien à la sortie, on aura un mouvement de translation. D'accord? Contrairement à ce type de vérin, c'est un vérin rotatif. Donc, on a dit qu'on peut le placer, ou bien on peut parler de ce cas-là, les moteurs hydrauliques. Pourquoi? Les moteurs hydrauliques, à la sortie, on aura un mouvement de rotation. C'est ce cas-là. Donc, le mouvement de rotation est créé par ce pignon crémaillère. Donc, que ce soit simple effet ou double effet, donc il y a une crémaillère qui est usinée sur la tige du vérin. Certes, donc à la sortie, donc on a le mouvement de translation, mais lorsqu'il y a le mouvement de translation, il sera transmis à ce pignon-là qui va la transformer en mouvement de rotation. Donc ça, c'est simple effet. Là aussi, c'est double effet. Et vous avez ici la symbolisation de ce type de vérin rotatif, pignon crémaillère. Maintenant, je pense que ça aussi on l'a vu, donc on a parlé de l'amortissement de fin de course. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé de vitesse. On a dit que la vitesse de sortie est plus faible que la vitesse d'entrée. Donc, lorsque la tige rentre dans le corps du vérin, donc il vient avec une vitesse importante. Donc, il faut amortir le choc. Il faut arrêter, ou bien c'est amortir, voilà, le choc brutal du piston avec le fond du vérin. Lorsqu'il va rentrer, donc il y a ce choc-là, du piston avec le fond du vérin. Donc, il faut éviter ce choc-là. Donc, on place un amortissement de fin de course. Donc, pour que la tige termine complètement sa course. Donc, qu'est-ce qu'ils ont placé? Donc, lorsqu'il y a le retour, donc il y a le téton du piston rentre dans ce logement, donc il y a de l'huile, un volume d'huile qui est emprisonné ici, qui est bloqué ici. Donc pour l'évacuer, on utilise un limiteur de débit. Donc qu'est-ce qui permet ce limiteur de débit? Donc il va générer une pression qui s'applique sur la surface du piston. C'est comme si action-réaction. Donc il y a une action de ce côté-là. Donc, il va créer une force qui va s'opposer à la rentrée du vérin. Ensuite, il va laisser passer le retour du fluide vers la bâche et terminer complètement la fin de course. Donc, lorsqu'il y a ce limiteur de débit qui va actionner, donc on va éviter le choc brutal du piston avec le fond du vérin. Donc ça, c'est pour l'amortissement de fin de course. Ou bien, il y a ce qu'on appelle le limiteur de fin de course. Donc, on place un clapet anti-retour. Donc, toujours, le problème se passe lorsque la tige rentre dans le corps du vérin. Donc, lorsque ce téton-là, anti-clapet, vient buter contre le fond du vérin, à ce moment-là, ce clapet-là, il va se déplacer et va réaliser une fuite, là, à la bâche vers l'intérieur du piston. Donc, il y a une chute de pression du côté de la tige,
Ensuite, le vérin va s'arrêter. Donc, on a deux types d'amortissement. Donc, on a ce limiteur de fin de course lorsqu'on utilise ce clapet-là anti-retour. Il y a l'amortissement de fin de course lorsqu'on va utiliser ce limiteur de débit. Donc, comme chaque élément du circuit hydraulique, on va étudier les caractéristiques et les performances. Ça aussi, je pense qu'on l'a vu la dernière fois. Donc là, la force du vérin, on a parlé au début carrément, la vitesse du vérin et la course du vérin. Donc la force du vérin, on la calcule par rapport, c'est la pression hydraulique fois la surface du piston sur laquelle s'applique la pression. La vitesse du vérin, c'est le débit sur la surface. Donc, si on veut calculer la vitesse de sortie, donc qu'on est légèrement inférieure à la vitesse d'entrée. Pourquoi? On a dit que la surface d'entrée est supérieure à la surface de rentrée. Ensuite, on a ce paramètre-là, c'est quoi? C'est la course du vérin. La course du vérin, c'est quoi? C'est la distance parcourue par la tige, ou bien piston, l'ensemble tige-piston, entre les deux positions extrêmes, entre l'entrée et la sortie. Donc, pour déterminer ce couple-là, pas le couple, pardon, pour déterminer cette course-là, donc, on utilise ces relations-là. C'est en fonction des données du problème. Si vous avez la pression et la cylindrée, donc on peut calculer la course. Si vous n'avez pas la force, vous pouvez le calculer en fonction de la puissance, ou bien directement, si vous avez le débit et la pression, vous calculez la force, ensuite vous calculez la course. Donc ça, c'est en fonction, on a des données du problème. Le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est la raideur du vérin. C'est quoi la raideur? Son synonyme, c'est la rigidité. Donc, comment on détermine la raideur du vérin hydraulique? Donc, si on fait varier sur le vérin vertical la charge lentement, donc une variation de pression et de volume d'huile. Donc, lorsqu'on va varier la charge, donc implique une variation de pression et de volume et implique aussi un déplacement du piston. Donc, tout ça, ces paramètres-là, pression, volume, déplacement, course, donc, varient lorsqu'on varie la charge. Donc, la définition de la raideur, c'est quoi? Donc, la raideur du vérin correspond au rapport de la variation de la charge sur le déplacement du piston. Donc, c'est la variation de la charge sur la course C. Donc, la variation de la charge est le résultat d'une variation de masse. Non. Donc, lorsqu'on varie la masse, donc, ça nous donne la variation de la charge. Bien sûr, GAD, c'est l'accélération. Delta mg, la variation de la charge. Ensuite, la variation de la charge génère une variation de la pression. On a parlé tout à l'heure, variation de la charge implique une variation de pression. Donc, lorsqu'on parle de variation de pression, on parle de variation de force, puisqu'il y a une relation entre la force et la pression. Ensuite, si l'on considère qu'il n'y a aucune fuite, d'huile de la chambre de sortie, la variation de la pression génère une variation de volume. Regardez, c'est le deuxième paramètre, la variation de volume, due à une légère compressibilité de l'huile. Donc, la variation de la pression génère la variation de volume, V. Ça, c'est le volume. Bien sûr, avec ce facteur de compressibilité de l'huile. Ensuite,
On a aussi, donc tout ça c'est lié. Hein? Donc lorsqu'on parle de variation de charge, on parle de variation de masse, pardon. On parle de variation de charge, on parle de variation de pression. On parle de variation de pression implique la variation de volume. En dernier, la variation de la charge est aussi, delta F, le produit de la raideur, K, c'est ce qu'on cherche, c'est la raideur du vérin, on l'a appelé K, du vérin par la flèche Fs. Fs, bien sûr, correspond pas à la flèche de la flexion, hein, celle que vous avez entendue, la résistance du matériau. Non. Là, on l'appelle F. C'est quoi? C'est le déplacement du piston ou au rapport de la variation du volume sur la surface du piston. À la fin carrément, pardon, pas ici, non. Donc on va rassembler toutes ces équations là. Donc delta P, la variation de la pression. Donc on a dit que c'est le module de compressibilité fois la variation de volume. Donc la variation, donc on va introduire ici la flèche. Avec la variation de volume, c'est A fois Fs. A, bien sûr, c'est la surface. À la fin, carrément, on aura la raideur, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure. C'est la variation de la charge sur le placement du piston. Autrement, c'est B, c'est la compressibilité, la surface au carré sur le volume V. Donc, B ici, c'est le module de compressibilité. Donc, il varie entre 10 puissance 8 à 15 10 puissance 8 pascal. K, c'est la raideur, c'est newton par mètre. Newton, c'est la charge heading. Et M, c'est le mètre, pardon, c'est le déplacement. Fs, bien sûr, c'est la flèche. Donc, si on a un vérin à double effet, donc voici la relation qu'on va utiliser avec ces indices-là. Donc, K, la raideur, c'est Kf plus K de T. Donc, F, c'est le côté fond, c'est la chambre de sortie. K de T, c'est le côté de la tige. Ou bien c'est la chambre de rentrée. Donc là, si on a double effet, donc on utilise cette relation-là. Pourquoi on a deux efforts dans les deux côtés, que ce soit à l'entrée, que ce soit à la sortie. Donc, on utilise ces indices-là. Lorsque c'est F, c'est le côté fond, on est à gauche, c'est la sortie. Si on est l'indice T, on est le côté tige, c'est l'entrée de la tige. Donc ça, c'est pour le paramètre de la raideur ou bien la rigidité du vérin hydraulique. On a un deuxième paramètre, c'est quoi? C'est le flambement. Flambage ou bien flambement. Donc c'est un phénomène de rupture brutale qui survient lorsque la poutre est lancée et soumise à la compression. Donc ça, c'est la flexion. Je pense que vous avez fait le module de flexion RDM, ou bien résistance des matériaux. Donc c'est la même chose. Puisque la tige soumise à une compression à l'autre extrémité, donc automatiquement, cette tige-là, elle doit résister à la flexion, hein, pour qu'elle ne va pas se fléchir. Donc là, on vous donne plusieurs types de montage pour calculer la longueur libre de leur L0. Regardez ces cas-là. Donc ça c'est le piston tige. Bien sûr, lorsqu'il y a cette charge-là qui va s'appliquer à cette extrémité-là, donc il y a plusieurs cas où la tige va se fléchir. Regarde, il y a plusieurs formes. Donc là, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule ce L0 là, on va l'utiliser dans cette
formule lorsqu'on va calculer l'effort F, bien la charge maximale. Donc, il nous faut cette longueur-là libre de flambage, L0. Donc là, on vous donne plusieurs cas. Le premier cas, lorsque le vérin, le corps du vérin est encastré à une extrémité et est libre à une autre extrémité. Hein? Bien sûr, vous avez la charge. L, c'est la longueur totale du bout en bout. Donc, cette longueur-là de caractéristique, donc on la calcule, c'est 2 fois L. Le deuxième cas, les deux extrémités articulées restant sur le même axe. Voici la charge. C'est encastré, là c'est encastré, mais c'est articulé. Voici la longueur L. Voici la poutre, pas la poutre, pardon. Voici la tige. Comment elle aura sa forme là, lorsqu'on applique cette charge-là. Un autre cas, donc il est pas articulé. Elle est encastrée à une extrémité. La même chose de l'autre côté de la charge, mais elle est articulée d'un seul côté. Donc on aura cette longueur-là. En dernier, est encastrée dans les deux côtés, mais sans articulation. Donc on aura cette longueur-là, c'est L sur 2. Donc la formule de Lorz, elle est connue, la flexion, est utilisée pour les tiges de vérin. Donc elle nous donne la charge maximale en service en fonction d'autres paramètres. Donc, il faut, pour calculer cette charge-là, il faut qu'elle soit inférieure à pi au carré EI sur SL0 au carré. Donc, E, vous le connaissez tous, c'est le module de Young ou bien le module d'élasticité. Donc, c'est une donnée en fonction du matériau ou bien de la nature de la tige. I, c'est le moment d'inertie de la tige, ou bien c'est le moment quadratique en flexion. Donc, si on a une tige pleine, c'est PD4 sur 64. D, bien sûr, c'est le diamètre de la tige. S, c'est le coefficient. Bon, il faut pas confondre ce S-là avec la surface, hein? Donc, ça n'a rien à voir ici avec la surface. Le S-là, c'est le coefficient de sécurité. Donc, une valeur usuelle, c'est de 3,5. Et aussi, L0, c'est cette longueur-là, libre de flambage. C'est en fonction des figures qu'on a vues tout à l'heure. Et pour déterminer sa valeur-là. Une fois on a tous ces paramètres-là, donc on peut déterminer la charge maximale de service ou bien la charge maximale pour que la tige ou bien le vérin fonctionne. Donc la formule de l'heure, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. En fonction du module de Young, le moment d'inertie, le coefficient de sécurité, etc. Mais dans la pratique, on a la linéarité de la tige, la charge jamais parfaitement concentrée. La pratique, hein? Alors, lorsqu'on va calculer cette charge-là, on ne sait pas le centre ou bien le point d'application sur la tige. Mais la pratique, généralement, on n'a pas la charge, elle n'est pas jamais parfaitement centrée. La matière non homogène, pour que des fois on ne trouve pas un matériau homogène. Donc le module de Young, on a parlé tout à l'heure de E, c'est en fonction du matériau, il n'est pas homogène, donc E c'est les variables. Défaut de géométrie, des contraintes, etc. Donc tous ces paramètres-là donc impliquent le facteur de sécurité qui est important. Donc là, c'est pour juste vous dire que la valeur de la charge en pratique et la théorie, ce n'est pas la même chose. Donc, la pratique, il y a plusieurs paramètres qui interviennent pour, toujours, bien sûr, elle est inférieure, on trouve toujours que la pratique est inférieure à la théorie. En dernier, comme chaque élément
que ce soit pour les moteurs, que ce soit pour les pompes, ça sera la même chose pour le vérin hydraulique. Il faut déterminer son efficacité ou bien son rendement. De même pour les pompes et moteurs, les vérins ont un rendement total qui correspond au produit du rendement mécanique fois le rendement volumétrique. Le rendement volumétrique, donc, il reflète le taux de fuite de liquide, système d'étanchéité. Il dépend de la pression de fonctionnement et du type de vérin. Généralement, les exercices d'application, il est proche de 1. 0,9, 0,99. Donc, le rendement volumétrique, donc, il dépend de la fuite, ou bien le système d'étanchéité. Il dépend de la pression et le type de vérin. Généralement, il est proche de 1. Pour ce qui concerne le rendement mécanique, voici la relation. Donc, c'est le rapport de la charge réelle, sur la charge théorique. Donc, il dépend de la rugosité du tube, du vérin, de la tige du piston et du frottement des joints. Il se situe entre deux valeurs, 0,85 et... Il y a une question? Personne n'a parlé? Donc, on a dit que le rendement mécanique, c'est la charge réelle sur la charge théorique. C'est F sur la charge théorique, c'est la pression fois la surface S. Donc ça, c'est pour le rendement total. C'est volumétrique fois mécanique. Volumétrique, donc il est proche généralement de 1. Il est fonction de plusieurs paramètres, de la pression, de type de vérin. Dans le cas de mécanique, c'est le rapport de charge réelle sur charge. Donc c'est terminé. Donc ça se termine. Donc ça, c'est pour les caractéristiques du hydraulique. Donc on a le rendement, on a la charge maximale, ou bien c'est le flambement, en fonction des plusieurs cas qu'on peut rencontrer. On a aussi le paramètre le plus important, c'est la raideur, c'est la rigidité du vérin. Et bien sûr, la force, vitesse et le déplacement parcouru par la tige. Donc, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Donc, on termine avec le vérin hydraulique. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît. Madame. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre-là? Non, madame, il n'y a pas.